Voilà le débrief de Marc Garcia qu'on va retrouver ce soir, toujours dans les conditions du direct, dans le 19h de la place Village, depuis Megève. Bonsoir Marc. Tous, comment ça va? Et vous? Ça y est, le son, je l'ai. Il manquait juste le son. Bienvenue Marc, merci d'être avec nous comme régulièrement dans le 19h de la place du village. C'est notre page sport et on va parler des résultats sportifs. Ils sont très nombreux car on est en plein cœur de la saison hiver au niveau du ski à travers nos pays de Savoie, avec justement tous nos Français qui sont justement un petit peu partout pour pouvoir faire ces compétitions. Exact. Ski alpin, de mémoire, le ski artistique, les bosses, et on va terminer aussi avec le biathlon. Oui, qui a eu du côté du Grand Bornand. Voilà. Exact. Voilà. Alors Marc, on va commencer ces premiers résultats avec je vous rappelle, des reportages audio et vidéo qu'on va remercier beaucoup grâce à la Fédération française de ski qui nous prête gentiment justement tous ces interviews de libre de droit. On va justement parler tout de suite donc d'un premier résultat ce soir qu'on peut voir de Nils Allègre qui termine 7e du Super G de Val Gardena. Très bien, c'est parfait ça. Je vois que vous avez bien préparé là. Oui, j'étais un peu plus après Noël, c'est parfait. Oui, alors, avant d'écouter l'interview de Nils, donc la victoire de Mattia Cassé qui est italien chez lui. Donc, de mémoire, je crois que c'est sa première victoire. D'ailleurs, Kohlberg, l'américain, et Odermatt, toujours présent, qui fait 3. Donc, voilà le résultat des 3 premiers. Et on va écouter Nils, qui fait d'ailleurs un week-end fantastique, puisqu'on l'aura sur un deuxième interview pour la descente du lendemain. Allons-y. Alors, on écoute justement cette interview tout de suite dans le 19h. Nils, on peut dire pour le moment très solide pour toi. C'était pas facile de trouver la bonne solution pour skier vite sur cette piste. Ouais, c'est ça, la neige est vraiment changeante d'une porte à l'autre. Ils ont fait le maximum pour évacuer toute la neige, mais des fois on croise des endroits durs, des fois c'est un petit peu mou, donc c'est vraiment un équilibre à chercher à chaque seconde. Donc voilà, la visibilité un peu plate aussi, donc pas facile de voir tous les rollers, faut vraiment être dans le bon timing et être fluide pour bien tout absorber. Mais voilà, je suis content de mon ski, c'est assez solide et on verra ce que ça dit. Je suis juste un peu frustré de les derniers sauts, j'ai sauté un petit peu trop à droite et ça me coûte, je sais que ça me coûte pour le moment ce qui manque, mais on fera les comptes à la fin de la course. Mais tu te sens bien sur les skis en ce moment. Tu as fait 2 entraînements très bons et un entraînement aussi. C'est quoi un peu ton focus même pour demain, pour la descente? Ouais, je me sens bien, mon matériel fonctionne bien, on est bien réglé, je pense qu'on évolue chaque année et ça c'est super. Moi je me sens bien aussi, voilà, j'ai tendance à être un peu plus léger dans ma manière d'aborder les courses et c'est agréable, mais on peut aussi se permettre de faire ça parce que ça marche pour un peu. Ouais, ça a bien marché la saison dernière et pour le groupe, le groupe marche bien, donc ça donne de la légèreté et quand c'est ça, faut en profiter. Merci beaucoup. Voilà, c'est pour ce première réaction. Oui, alors, Val Gardena, ils ont eu une grosse chute de neige, ce qui n'a pas rendu facile la préparation de la piste. Il a expliqué des conditions très changeantes. C'est-à-dire que vous aviez de la neige soufflée, de la neige froide, de la neige fraîche, de la neige injectée, parce qu'ils ont préparé avec aussi, comme un peu en somme spécial somme géant. Et donc, c'est encore plus compliqué quand on fait de la vitesse, de pouvoir se situer et s'équilibrer. On va dire autant s'équilibrer, comme on dit, de l'avant vers l'arrière, mais aussi latéralement. Et c'était pas simple, parce que souvent, on a l'impression que le pied, ce qu'on appelle sous le pied, la neige roule, et difficile de trouver les bons appuis et les bons repères. Et en plus, la Formule 1, qui est la descente, a une particularité, c'est de matériel. Et lui, il est chez Salomon, et apparemment, ils ont trouvé ce qu'on appelle les bonnes paires de ski, les bonnes choses qui pouvaient lui correspondre ce jour-là. Donc, c'était bien, malgré la difficulté de cette piste avec beaucoup de rollers, c'est des mouvements de terrain comme ça. En tout cas, je pense que pour lui, il avait toutes les raisons d'être satisfait pour cette place. Voilà. C'est très important d'avoir des bons skis, parce que ça veut dire ça. Oui. De plus en plus, le ski de haut niveau, on en a parlé pendant Val d'Isère, et le ski de haut niveau aujourd'hui, c'est la Formule 1, il y a énormément de paires de skis, il y a des choix, il y a ce qu'on appelle les setups, la qualité du ski, la qualité du fart, la qualité de la semelle, les qualités des préparations, et ça demande beaucoup de recherche, et des choix, des fois, sont
très bon. Et puis des fois, comme tout le monde, on n'a pas choisi les bons pneus et ça marche pas très bien. Voilà, et comme voilà. On va continuer avec un second résultat, cette fois-ci. Blaise, justement, qui termine 9e du Super G de Val Gardena. Oui, on va écouter ce qu'il nous raconte, Blaise, sur sa sensation, j'imagine. Et puis ensuite, on va enchaîner sur le débrief. Bah allez, on écoute justement ces interviews de la Fédération française de ski. Écoutez. Course aujourd'hui, c'est jamais un Super G facile ici à Val Gardena. Il y a beaucoup le tracé est similaire, on va dire, d'année en année, donc il faut savoir être juste au bon endroit. C'est pas une piste où il y a beaucoup de lieux pour créer de la vitesse, donc il faut être juste au bon endroit et bourrer aux autres. Je pense que c'est ce que j'ai réussi à faire aujourd'hui. Les conditions n'étaient pas faciles, mais je pense avoir fait du bon ski. Je suis content de mon début de saison pour l'instant. Je fais du bon ski aux États-Unis. J'essaie de continuer sur cette lancée en Europe et puis voilà. Tu as eu un long stop course au départ. Comment tu as pu gérer là-haut cette attente? Alors l'attente, ça a été, on a l'habitude nous en descente. C'est vrai qu'en descente en vitesse, je m'y attendais, surtout qu'en plus avant qu'il y ait le stop course, j'ai demandé s'ils maintenaient le T-break et tout le monde me dit oui. Je dis bon, je suis pas expert mais je trouve ça un peu bizarre et puis finalement ils l'ont fait sauter, donc tant mieux pour nous, je pense. Et moi j'ai plutôt bien géré l'attente là-haut, fallait rester calme. C'est pas un Super G où il faut trop s'énerver, je pense qu'il faut être juste au bon moment et puis saisir sa chance. Ouais, saisir sa chance, justement. Qu'en pensez-vous, Marc? Oui, alors, c'est un peu des termes très techniques. En l'occurrence, cette piste de Val Gardena, elle est pas elle est pas parmi les plus techniques au monde en termes de super géant. C'est plutôt un Super G, ce qu'on appelle à la glisse, avec des mouvements de terrain, des conditions de neige compliquées. En plus, ils ont ce qu'on appelle un stop course, donc on arrête la compétition pendant un certain nombre de temps pour différentes raisons, des raisons d'organisation, de visibilité, d'accidents sur la piste et d'autres choses. Et là, ça fait partie on va dire plutôt du descendeur, parce que l'hommeur est pas tellement habitué à ce genre de choses. Le descendeur, oui. Et souvent, c'est des moments délicats pour rester concentré avec son matériel, avec son technicien, en fonction de l'évolution des conditions atmosphériques, des conditions de température de neige, d'hygrométrie aussi, et de rester toujours dans son schéma, sans être déstabilisé par un tel ou un tel qui se trouve à côté, et surtout des infos tout qui voient. Donc Blaise, je pense qu'il l'a dit lui-même, il a fait une course, je pense, très correcte pour lui, et c'est encore une fois sur une piste pas spécialement exigeante, et il est arrivé à pratiquer un ski qui lui a permis d'être dans les 10 premiers. Voilà, beau résultat quand même. On va continuer avec Clément Noël. Ah oui, Clément Noël qui termine 6e de ce slalom d'Alta Badia, pardon. On sait, alors à chaque fois, désolé pour les spectateurs, des fois on se plante un peu avec Johan. Je lui envoie les interviews. L'Alta Badia, le slalom, c'est la dernière épreuve qu'on a eue. Avant, on a eu la descente de mémoire avec Nils Alleg. Est-ce que vous avez ça, Johan? En audio. Ou en vidéo, peut-être. Ah bah oui, en vidéo, oui, on l'a justement. On va justement passer, qui apparaît. On va justement regarder, écouter cette vidéo. Et il a terminé justement 4e, c'est ça? Voilà, parfait. Vous voyez, le direct, c'est parfait, Johan. Top. L'organisation de la logistique, c'est génial. Donc, on va écouter Nils en vidéo pour cette belle 4e place. Voilà, on écoute toujours des reportages réalisés par la Fédération française de ski qu'on regarde. Aujourd'hui, une 4e place, un 100e du podium, 200e de la 2e place. Ouais. Un résultat sûrement frustrant, mais avec des bonnes choses pour Bormio. Ouais, c'est un peu frustrant si on regarde le tableau d'affichage, mais ça reste une 4e place. Bon, 2 ans de suite que je fais 4e ici, donc forcément, je peux pas dire qu'il y ait des regrets parce que sur mon ski, j'ai pas grand chose à me reprocher, je pense. J'ai fait une course pleine, j'ai fait une manche à 100% et je suis content de mon ski. C'est surtout ça qui est important aujourd'hui, je pense. Super, donc la suite c'est Bormio après Noël. Ouais. Comment tu vas préparer, comment tu vas passer Noël? Là, surtout, je vais essayer de me reposer un max parce que je finis la semaine un peu fatigué. J'avais une petite crève qui a duré toute la semaine. Donc là, j'ai senti aujourd'hui que j'étais un peu bas dans les énergies. Donc voilà, me reposer surtout et puis digérer un peu tout ça, on va dire mentalement, reprendre un peu de fraîcheur pendant 4 jours. Okay, merci. Et oui, il faut se reposer, surtout en cette période.
Ouais, surtout quand ils enchaînent comme ça, là ils sont à Bormio, on en parlera ils ont déjà attaqué les entraînements sur la prochaine Coupe du Monde. Nils de Serre Chevalier, il est à 1/100 de la 3e place, c'est pas grand chose, hein. Évidemment, il aurait aimé être sur ce qu'on appelle la boîte, c'est comme ça, mais en tout cas, pour lui, une belle 4e là, on va dire un beau week-end, en ce qui le concerne. Et c'est encore une fois, ils ont fait un bon choix de ski, un bon choix de matériel chez Salomon, ce qui est pas toujours évident. Donc bravo à l'ensemble du groupe. Et encore une fois, dans le sport de haut niveau, Johan, le repos est partie intégrale de l'entraînement. Ah, c'est bon à savoir. Voilà, et oui. Très important, hein, pour recharger les batteries, comme on dit. Exactement, ça fait partie de la stratégie, ça fait partie de l'expérience. Travailler, tout le monde sait le faire. Se reposer, c'est un autre débat, et c'est ce qui permet certainement à des champions d'être beaucoup plus performants que d'autres. Voilà. Là, les bons conseils de Marc, hein, qu'on retrouve dans cette émission. On va continuer, Marc, avec une autre audio, je crois, cette fois-ci, celle de Paco Rassa. Alors, on revient, hop, dans la chronologie, Paco Rassa, slalom, dernière épreuve. Normalement, Johan, vous devez avoir dans la suite du programme le slalom géant d'Alta Badia avec la belle 2e place de Léo Angno. Vous devez normalement avoir une vidéo. Oui, tout à fait. J'ai carrément une vidéo, justement, voilà, qui apparaît juste en dessous, hein, voilà, juste à côté, alors, qui a terminé 2e. Voilà, donc évidemment, Val Gardena en descente, on n'a pas cité. Odermatt gagne la descente devant Volmanen, un autre Suisse qui fait son premier podium en Coupe du Monde. Cochrane, l'Américain, qui fait 3. Et puis là, en géant, le grand favori, l'ultime favori, Odermatt, qui gagne sur cette piste très exigeante, on en reparlera après. Angno, le petit Léo qui fait enfin un podium, et on va l'écouter parce que c'est tout simplement magique. On l'écoute justement dans cette interview vidéo. Et Léo, un premier podium, une belle 2e place aujourd'hui à Alta Badia. J'imagine que c'est un des objectifs qui se réalise aujourd'hui. Ouais, c'est un rêve qui se réalise même, hein. Faire un podium, je pense que tout athlète, tout skieur en rêve. Donc voilà, c'est pas une fin. Maintenant, faudra aller chercher la victoire. Mais c'est juste incroyable. Dire que j'avais jamais fait un top 10. Là, je me retrouve sur le podium. J'ai du mal à le croire, mais voilà, je savais que je skiais bien ces derniers temps, qu'à l'entraînement, j'étais capable d'aller battre des mecs qui faisaient des podiums, justement. Donc là, aujourd'hui, j'ai réussi à faire 2 manches à mon niveau. Et 2 manches sans faute quasiment. Et c'est ce qu'on cherche à avoir depuis 2 ans quasiment. Donc je suis vraiment super content et je sais pas quoi dire, c'est juste incroyable. Et ça fait quoi d'être sur le podium avec Marco? C'est incroyable parce que quand même c'est le meilleur géantiste, c'est même le meilleur skieur du monde pour l'instant. Donc il était très sympa avec moi parce que j'étais perdu complet avec tout ce qu'il y a en dehors. Je pensais pas que c'était comme ça et il a été vraiment gentil, il m'a dit ouais faut que tu te mettes là, faut que tu fasses ça. Vraiment un mec, un champion, hein, digne de ce nom, et là j'ai profité au maximum, hein, c'était fou. Super, et demain on te retrouve au slalom aussi? Ouais, demain en slalom, pas le même dossard, mais bon, tout est possible, donc bien me reposer et rester focus pour demain. Super, merci Léo. Merci. Et oui, Léo, très content de son résultat. Marc. Il a de quoi oui, hein. Léo, oui, de la Clusa avec son papa qui est coach de ski, mais aussi entraîneur de ski nautique, puisqu'il a lui-même été, je crois, il était numéro 1 en junior en ski nautique, hein, quand même. Sa sœur est championne d'Europe. La maman est aussi ancienne skieuse de haut niveau. J'avais envoyé un petit message à Muriel, à sa maman, qui m'a dit, je suis très très heureux, en tout cas pour lui, c'est lui qui doit être le plus content. On était tous fiers, parce que on savait que Léo, petit gabarit, hein. Alors, dans le domaine du ski, on a parlé ces dernières années, on disait, ouais, mais maintenant, il faut être des armoires à glace, y compris en slalom spécial. En slalom géant, maintenant, il y a des grands gabarits, il y a des mecs costauds, des armoires à glace, mais plutôt un format type assez petit, comme Steven Amier, et qui montre que ces experts qui sont autour de nous, Johan, des fois, allument un peu une bougie sans savoir trop jusqu'où ça va amener. Il n'y a pas de livre d'or. Simplement des gens qui sont doués, qui sont passionnés, qui travaillent beaucoup. Léo a montré effectivement 2 très très belles manches. Il a fallu un énorme Odermatt pour gagner ce géant.
parce que Léo avait vraiment mis la barre haute, surtout sur la deuxième manche. En tout cas, on était tous très, très, très heureux pour ce gars, de la Clusa, le podium en Coupe du Monde, surtout la Grande Risa, Alta Badia. Il y avait déjà eu les Covilli, il y a eu les Joël Chenal. C'est une piste qui correspond bien aux Français parce que c'est un format de piste très, très compliqué. Rien à voir avec Val d'Isère, hein. Une piste très sinueuse dans la forêt, avec encore une fois des conditions de neige très particulières. En tout cas, un magnifique podium pour le camp français et il y a de quoi se réjouir. En tout cas, félicitations à Léo. Voilà, le message est envoyé justement à Léo, hein, qu'on félicite de la part de l'équipe de la place du village. On va continuer, Marc, avec Clément Noël ou... Très bien. Alors bravo, là on finit le week-end homme avec Alta Badia, le slalom spécial. Voilà, faut quand même dire à ceux qui nous regardent, il y en a eu tellement de résultats que voilà, on essaye à peu près de les mettre dans l'ordre, mais des fois, bon, on a un peu du mal à distance à tout faire. Non, c'est pas grave. Voilà, Clément Noël qui a terminé 6e, hein, du slalom. Oui, à Val d'Isère, il s'était fait mal en géant, on a vu, il n'avait pas pu participer en slalom. C'était son retour après cette blessure avec beaucoup d'inquiétudes aussi. On va l'écouter et puis ensuite on va débriefer ensemble. Voilà, on écoute justement Clément avec ce son audio. C'est quand même pas si mal en termes de résultats. Après, quand on fait une course, c'est pour la faire à fond. Donc je me sentais en pleine capacité de mes moyens, en pleine possession de mes moyens. Donc j'ai essayé. Je pense qu'inconsciemment, j'arrivais pas à mettre tout l'engagement que je pouvais, surtout dans la 2, dans un peu les trous. Après, devant, ils ont été bien meilleurs. J'ai pas non plus mis l'excuse. J'aurais bien aimé faire un podium. 6e, c'est décevant, c'est pas ce que je viens chercher, mais ça reste une place correcte au vu de la semaine que j'ai passée. J'ai pas fait d'entraînement vraiment à proprement parler sur de la neige dure cette semaine. La dernière fois que j'en ai fait, c'était il y a une dizaine de jours. C'était avant de me faire un peu mal à la cheville. Donc voilà, c'est un pas en avant et c'est tant mieux qu'on ait pas mal de repos là pour pouvoir remettre tout ça en place et revenir à mon meilleur niveau début janvier. Voilà, il aura justement du repos pour Clément, hein, qui en a bien besoin. Oui, repos pour encore continuer sa rééducation, son processus, pour la consolider un peu plus. Alors encore une fois, Alta Badia, comme ça peut être le cas à Val d'Isère, mais Alta Badia, les conditions de piste, les préparations de piste ont été compliquées avec des chutes de neige. Donc la piste était particulière encore, les qualités de neige étaient particulières. Donc un magnifique vainqueur, hein, Timo Hogan, le Norvégien, qui a fait une magnifique démonstration sur les 2 manches, suivi de nos amis. Alors entre nous, on se taquine, ils nous appellent les Frouz et nous on les appelle les Ouin-Ouin, c'est-à-dire les Suisses. Voilà, pour être clair, on se taquine entre nous. J'ai un ami suisse qui se trouve à ma gauche, pas plus loin ici. On se taquine, les Ouin-Ouin ont bien marché. Donc Loïc Meillard fait une magnifique 2e place. Alors lui il empile parce que c'est l'un des seuls qui fait les 4 disciplines. Donc chapeau, il fait une belle 2e place. Et puis Ateli McGrath, le fils de Félix, mon pote américain, qui fait une 3e place. Clément, il vient de le dire, il s'est quelque part, à mon avis, satisfait de ce résultat. Il aurait espéré faire mieux, mais après ce qu'il a vécu à Val d'Isère, je pense qu'il avait toutes les raisons d'être vraiment content de cette 6e place. Voilà, quand même, oui, par rapport à qu'il n'a pas pu glisser à Val d'Isère. On a pu voir, hein, chez nos confrères de Eurosport et de l'équipe. On va continuer avec cette fois-ci Paco Rassa. Oui, alors Paco, je crois qu'il fait 14 de mémoire. 14e, oui, pardon, c'est marqué en dessous. 14e, voilà, ouais. Sur le résultat. C'est son meilleur résultat. Donc, il crescendo, il était à Gourgueul. Là, il fait une 14e place. On va l'écouter. Et ensuite, je vais donner mon analyse technique. Voilà, une petite analyse juste après ce son audio. Ouais, c'est vrai, il y avait pas mal de glace. Après, c'est une neige qui me correspond plutôt bien cette année. Pas même toujours, mais je me sens vraiment bien sur glace cette année avec mon matériel. Il y a une bonne première manche solide qui m'a permis de prendre le top 30 dans les trous et j'ai essayé de m'exprimer un maximum pendant la 2e manche. Et une très bonne première partie de parcours. Après, une erreur qui me coûte du temps, mais ce sera du positif aujourd'hui pour finir l'année. Du positif, voilà, ça, il est plutôt assez satisfait. Oui, bah, crescendo, il rentre dans les 15 meilleurs mondiaux sur un résultat. Il est passé de chez Salomon, pour dire, à chez Ed, donc la chaussure et les skis. Ouais. Donc ça lui convient mieux, parce qu'en fait, l'équipe de ski, tout le monde pense quand vous allez dans un magasin de sport, Johan, vous avez quasiment tous les mêmes paires de skis.
Et en compétition, vous avez ce qu'on appelle des codes de ski, quelles que soient les marques. Et en fait, c'est la façon dont vous avez votre propre technique qui peut correspondre au ski. Et surtout, le ski, vous avez une manière de pouvoir le skier, que vous passez d'une marque à une autre. Ça vous paraît bizarre ce que je vous raconte, mais c'est la vérité. Ah, comme quoi. On en apprend tous les jours, justement. On en apprend. On va continuer avec un autre résultat, celui de Steven Amier que j'ai. Ouais, c'est Steven Amier qu'on a également. Oui. Oui, Steven, on va l'écouter. Je pense qu'il doit être un peu déçu parce que il fait une belle 4e place à la première manche derrière Clément Noël et il est bien. Et encore une fois, alors l'autre jour à Val d'Isère, il tombe, comme on dit, sur un virage à droite. Et puis cette fois, il se met une tarte en tournant vers la gauche. Bon, c'est le slalom. On va l'écouter. On va l'écouter justement. Voilà, aujourd'hui je fais une bonne première manche, la deuxième je l'abordais avec beaucoup de confiance, de l'envie. Je pars super bien dans les bonnes intentions, après c'est slalom, la faute arrive vite et puis on essaiera d'être meilleur la prochaine fois. Mais en tout cas je ne veux pas me laisser impacter par ça. Je sais que je sais faire, je sais que je sais gérer des deuxièmes manches, je me sens super bien. Et voilà, c'est des fautes qui arrivent mais on va essayer de les rectifier et de se reposer un peu, de retravailler ça entre Noël et le jour de l'an pour plus les faire, ces fautes, et puis essayer d'aller chercher les podiums et gagner des courses. Voilà, en plein repos, comme il dit, entre Noël et Nouvel An, justement. Ouais, c'est pas des mecs qui vont s'arrêter comme ça non plus, ils vont essayer de baisser un peu d'intensité avant de reprendre des salles d'entraînement en fonction, parce que la prochaine slalom, ce sera Madonna, début janvier. Mais Steven, ce qui est plutôt intéressant, c'est qu'il le dit, alors je pense qu'il est sincère, c'est que souvent quand tu tombes, et surtout chez les slalomeurs, tu t'en remets une, comme on dit et tu t'en remets encore une deuxième. La moulinette, elle peut travailler très rapidement, c'est-à-dire que le cérébral, et tu sais plus trop quoi faire, c'est-à-dire que comme tu tombes, parce que tu vas vite, bah, du coup, tu te dis, il faut que j'assure, mais à ce niveau-là, tu n'as plus raison d'assurer, il faut vraiment que tu skis très vite, surtout quand tu as des conditions de neige très verglacées. Donc ça, c'est encore une fois, c'est des jeunes, je pense. Quelque part, c'est un jeune, et donc c'est l'apprentissage de toutes ces différentes erreurs qui fait que on apprend à gagner par les erreurs, et c'est l'expérience qui se surmultiplie de course en course. Voilà, l'essentiel, c'est de garder toujours ce mental, parce que souvent, c'est là que ça peut être la descente aux enfers. Voilà. Bon conseil, merci Marc. Et puis on va écouter un dernier morceau cette fois-ci avec Ben Cavet, que vous avez envoyé juste avant le début de l'émission. Ouais, le Ben Cavet, le coup de cœur que j'ai pour Ben, le bosseur. Attention, hein, celui qui fait du ski artistique dans les bosses. On va dire pour nos spectateurs, le monsieur qui a fait parler beaucoup les bosses, c'est Edgar Gros-Piron, donc voilà, c'est les bosses. Et Ben n'avait pas gagné depuis quasiment 4 ans. C'est énorme. C'est l'un des plus vieux du circuit. Il est allé gagner je sais plus du tout. Il est allé gagner ce single, ce qu'on appelle tout seul. Le lendemain, il fait 2. Il bat il bat le Canadien. Donc Ben qui revient grand vainqueur. Je crois qu'il a fait 84 points, ce qui est énorme en termes de coefficient. Moi, j'ai regardé son ski, exceptionnel. On voit qu'il est très heureux. On va l'écouter. En tout cas, je suis vraiment très, très heureux pour Ben. Allez, on écoute Ben justement dans cet extrait vidéo. Vainqueur de l'épreuve de single hier, aujourd'hui deuxième pour l'épreuve de duel. Ben, parle-nous un peu de tes sensations de ce week-end incroyable. Ouais, vraiment un gros week-end et puis gros début de saison. Je suis vraiment content. Je suis pas sorti du top 4 encore de tout l'hiver. Victoire hier. Je me suis vraiment régalé sur cette piste. Et là, j'avais l'occasion de faire le doublé ce week-end. Il en m'a manqué un petit peu. Sur toutes les phases finales, j'avais vraiment l'impression de survoler les bosses. J'étais bien en forme, mais j'ai pêché un petit peu, je crois, physiquement là sur le dernier run. J'avais l'impression d'avoir plus de jambes, quoi. Mais ouais, j'ai eu une semaine assez difficile ici. J'ai enchaîné une petite crève, je suis tombé un peu malade, j'ai fait une migraine ophtalmique. J'ai eu pas mal de chutes sur cette piste qui m'ont coûté cher en énergie. Mais ouais, je me sens vraiment bien sur mes skis et ça va continuer tout l'hiver.
Voilà pour cet extrait, hein. Excusez-nous du son, qui est un petit peu faible, mais bon, on a quand même pu l'entendre. Ben Cavet, Marc, alors justement, c'est votre coup de cœur, comme vous disiez juste avant. Oui, Ben qui a battu Michael Sainsbury, le Canadien, qui est la grande légende, qui a gagné, je crois, 110 victoires en Coupe du Monde, des titres olympiques, à n'en plus finir, le titre de champion du monde, qui est la légende, et qui est toujours en activité, puisqu'il a gagné déjà les 2 premières. En tout cas, Ben, qui est, en tout cas, lui et toute l'équipe, parce qu'il faut quand même pas oublier non plus, c'est une équipe. Perrine Lafont a profité aussi de ce week-end-là pour faire aussi 2e. Donc, j'ai vraiment eu le coup de cœur parce que c'est un mec absolument charmant. Il s'est fait sucrer sa médaille de bronze, pour moi, aux derniers Jeux Olympiques, et or qu'il l'a mérité. Il est resté sur une 4e place. Il était souvent au port du podium, et là, il revient parmi les meilleurs et surtout gagné. En tout cas, Ben, chapeau. Voilà, bravo à lui. Le message est envoyé, peut-être s'il nous regarde. Voilà pour ces extraits, ces résultats. Et puis, qu'est-ce qui va se passer justement dans les prochaines semaines? Voilà, je crois que c'est la pause, ce que j'ai compris. Oui, alors, les descendeurs ont déjà attaqué. Ils sont à Bormio. Donc, la grande, en fait, la descente la plus difficile avec Kitzbühel, hein. Globalement, il y a les 3 descentes, Vail Beaver Creek, c'est déjà fait, Bormio, Kitzbühel. C'est à peu près les 3 grosses descentes. Après, vous avez Wengen en Suisse, mais c'est pas du tout le même format de piste. C'est la course la plus longue du monde. Mais en termes de, on va dire presque de dangerosité, Bormio, quand c'est vraiment, comme on dit chez nous, bleu de chez bleu, c'est-à-dire verglas, elle est pas marrante celle-là parce que elle est pas cool. Donc là, ils sont en entraînement. Je crois qu'ils ont attaqué aujourd'hui. J'ai pas eu les derniers résultats chez les hommes. En vitesse. Mais les filles, moi j'ai une petite japonaise, vous savez que j'entraîne, qui vient de partir Semring, fin de semaine 28-29, il y a un géant et un slalom qui sera en nocturne. Voilà pour la partie alpine. Et puis on a le résultat du week-end avec le toujours pareil, j'adore le biathlon, avec la belle victoire de Justine sur le premier jour au sprint. Et puis la belle 2e, 3e place, je crois que c'est la poursuite avec Éric Perrault et comment il s'appelle l'autre biathlète, je vais y arriver, je cherche, ça va revenir. Jacquelin, voilà. Jacquelin. Voilà, donc encore une fois de beaux résultats chez nos biathlètes, avec un temps pas terrible hein, sur le Grand Bornand, il y a eu de la pluie, et de la neige, mais en tout cas, bravo au Grand Bornand, parce que belle réussite, pour ceux qui ne savent pas, le Grand Bornand, c'est l'une des seules épreuves au monde en biathlon qui se situe dans un village. Ouais, c'est vrai. Toutes les épreuves dans le monde entier en biathlon, c'est un peu à l'extérieur, et là, c'est vraiment dans le village, qui rend évidemment un charme fou pour ces compétitions, et surtout l'ambiance qu'il a pu régner pendant ces quelques jours là-bas. Je pense que c'est un grand bonheur pour tous les biathlètes du monde entier. Une belle édition 2024 hein, qu'on a pu voir. Voilà, voilà. Merci beaucoup Marc pour toutes ces informations depuis Megève dans le débrief de la place du village. Marc, un petit dernier mot? Oui, alors malheureusement c'est pas les trucs les plus cool. Une petite pensée pour nos amis suisses parce qu'il y a 2 personnes très importantes. La snowboardeuse Sophie Heidegger qui était parmi les meilleures snowboardeuses du monde, qui est malheureusement lundi dernier en allant faire du hors-piste avec son copain en snowboard. Et elle a perdu la vie à 26 ans. Donc une grosse pensée pour le monde du ski, le monde du snowboard, nos amis suisses. C'est jamais cool de perdre des amis. Ça c'est clair. Et puis Eric Lecci qui était un super pote des Diablerets, directeur du tourisme là-bas, et qui en a perdu hier soir. Ah, juste hier, d'accord. D'accord, merci. Alors, une grosse pensée pour toute la famille. Voilà, le mot est dit. Merci beaucoup Marc pour toutes ces informations, pour ce débrief de la place du village à retrouver en replay dès demain sur l'ensemble de vos plateformes. Si vous voulez voir juste cette rubrique, ça sera disponible sur Facebook, sur Instagram, YouTube, TikTok, enfin un peu partout pour pouvoir retrouver Marc Garcia donc dans ce replay de ce journal des sports. Voilà. Johan, oui. On n'a pas de questions d'auditeurs ce soir? Ah oui, dis donc, oui, j'ai bien fait de me le dire. Onium, on a Pierre Onium.
Alors, Pierre Onium qui nous dit, cette année, les skieurs font beaucoup de remarques sur des qualités de neige changeantes. Est-ce dû à la météo ou des problèmes de perte de savoir-faire des préparateurs de pistes? Le débat est annoncé. Merci Pierre, un grand spécialiste qui est à Tignes. Alors les deux phénomènes, c'est-à-dire qu'il y a effectivement des conditions changeantes depuis peu de temps. On est effectivement, nous, dans le domaine du ski, entouré d'experts, alors qu'on soit dans telle ou telle station. Il y a des gens qui s'occupent de ça à la FIS. Et moi, j'ai encore une fois l'un de mes meilleurs amis qui s'appelle Hans Piren, avec qui j'ai couru, qui est pour moi le meilleur de la planète. Alors, de temps en temps, il y a des gens qui font appel à ses compétences. Et c'est un métier. Je dirais presque que c'est un art. Et préparer des pistes de Coupe du Monde, ça demande déjà une passion, un investissement, une connaissance. Et des fois, comme tout, les erreurs servent à progresser, mais s'entourer de gens suffisamment compétents permettent des fois d'avoir de meilleures préparations de pistes. Ça a un coût, certes, oui. Mais en tout cas, effectivement, Pierre a raison, c'est l'un des problèmes aujourd'hui de préparation des pistes, que ce soit autant en Coupe du Monde qu'en Coupe d'Europe ou à un niveau en dessous, pour avoir des meilleures pistes possibles. Et c'est pas toujours, pour être clair avec vous, c'est pas toujours le cas. Voilà, la réponse à Pierre qui nous regarde depuis Tignes, que Marc connaît très bien, apparemment. Oui. Là, je m'attendais pas du tout à ce genre de questions d'ailleurs, c'est marrant. Ah bah voilà, et oui, comme quoi c'est ça le direct, on l'attend des fois. Voilà, et en plus la question qui apparaît juste en bas de l'écran. Voilà, on va remercier beaucoup Pierre pour cette question très très intéressante. Bah voilà, c'est la fin de ce débrief. Merci Marc depuis Megève. Nous étions aujourd'hui avec Marc Garcia qu'on retrouvera la semaine prochaine pour encore d'autres résultats sportifs. Oui, donc Bormio pour la vitesse chez les hommes, Semmering en Autriche pour les féminines, géant slalom. Donc on aura nos Françaises présentes là-bas. Et puis pareil chez les hommes. Surtout, moi je suis sur les pistes de ski, vigilance, contrôler votre vitesse. On a parlé de l'insécurité il y a pas si longtemps que ça. Il y avait un risque 4 sur 5. Je ne comprends pas comment encore certaines personnes se permettent de sortir des pistes. Vous avez vu, vous l'avez dit tout à l'heure dans le journal, on comptabilise encore trop de décès stupidement. Même avec les professionnels, c'est pas toujours facile. Dernière chose qui m'a surpris pour un problème de sécurité, si je peux me permettre, Johan, pour finir, un peu en beauté, c'est que quand vous vous éloignez un peu des pistes et que vous voulez, pour les enfants, être en bord de piste, aller dans la forêt, et quand vous revenez, n'oubliez pas que vous n'êtes pas prioritaire. Et souvent, il y a des gens qui skient tranquillement sur une piste et qui voient débarquer sous leurs yeux des gens qui arrivent du hors-piste et qui n'ont pas du tout pensé que c'est eux qui sont les entiers responsables et doivent contrôler leur vitesse. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de monde sur les pistes. Nous sommes tous heureux de skier. Il y a des mesures, il y a surtout des comportements à avoir, les uns par rapport aux autres. Faire attention. Voilà. Les conditions sont exceptionnelles. Je sais pas si vous êtes allé faire quelques virages, Johan, mais les conditions sont fantastiques. Oui, je suis allé durant le week-end dernier, voilà. C'est vrai que la neige est très très bonne, c'est vrai, vous avez tout à fait raison. Merci beaucoup Marc, et puis on se retrouve l'année prochaine, dis donc. On se retrouve jeudi, donc il n'y aura pas d'émission mercredi, 1er janvier, mais on sera là jeudi prochain, le 2 janvier, dans ce journal du sport, voilà. Merci toujours de m'accueillir, Johan, c'est toujours un plaisir. Voilà, puis à revoir, si vous voulez revoir cette rubrique, ça sera disponible dès demain, vendredi, sur l'ensemble de nos plateformes de la place du village. Voilà, merci Marc pour cette dernière analyse de cette année 2024. Finissez bien l'année, et puis nous on se retrouve dès l'année prochaine. Voilà. Avec grand plaisir, la bise à tous, merci. Merci beaucoup Marc, à très bientôt. Voilà notre spécialiste de sport qu'on retrouvera dès la semaine prochaine. Oui, on sera en 2025. Et oui, merci à vous de nous avoir suivis pour ce débrief de la place du village de sport à retrouver donc toutes les semaines dans le 19h.